Après 12 heures de vol, nous sommes heureux d'arriver à Bangkok. Le temps pour nous de récupérer les bagages et c'est parti. Super! Alors moi, c'est Pierre. Et moi, c'est Violaine. Moi, je m'appelle Valentin et j'ai 13 ans. Et moi, c'est Fontane et j'ai 7 ans et demi. Et ben moi, je m'appelle Elliot et j'ai 5 ans et demi. Bon, on y va? Et moi, c'est Willy. C'est notre premier voyage en Asie. Tout le monde est là? Alors, en route la Smala pour la Thaïlande! Premier choc, dès notre arrivée dans la capitale de Bangkok, la température, 40 degrés et un taux d'humidité très élevé. Pris dans les embouteillages, nous sommes rapidement dans l'ambiance de cette véritable fourmilière. Ici, on n'hésite pas à mélanger les genres. Temples et pagodes côtoient allègrement des gratte-ciels modernes. Pourtant, au cœur de ce tumulte urbain, on trouve quelques endroits tranquilles où les gens d'un coup semblent prendre leur temps. Pour échapper aux problèmes de trafic, rien ne vaut le tuk-tuk. Engin venu d'un autre temps, 3 roues, un guidon et chauffeur plus que dynamique, dont le but du jeu est de vous faire parcourir le plus rapidement possible la course que vous avez demandée. Panique à bord et émotion au rendez-vous. Mais on arrive toujours. Ouh, ça déchire! Étonnant qu'ils organisent des courses de tuk-tuk. Il n'y a pas de porte, c'est très bruyant et c'est bien quand ça s'arrête. Surtout quand au feu, les chauffeurs coupent leur moteur à gaz. C'est vraiment... Ça décoiffe! Tout mec! C'est super! Cette course effrénée nous conduit au marché du week-end. Ici, on trouve de tout. Le contact est facile. On parle un peu anglais et avec un sourire, on finit toujours par se faire comprendre. Surtout pour marchander. Il y a un monsieur, il m'a donné un collier en fleurs et ça sentait bon. Ça fait du bien. Les nombreux restos au milieu des petites échoppes nous invitent à découvrir pour la première fois la nourriture locale. Ça a l'air délicieux. On va passer avec toi, Moi plus que la des couleurs. Ah, ça arrache, hein? Il n'y a que moi qui ai bien choisi. J'ai pris des crevettes, des rollers shrimp et c'est excellent. No spicy, tout à fait doux, tout à fait bon. C'est pas comme certains qui ont commandé des salades de poissons. On se demande où sont les poissons, mais il y a les arêtes. Le riz, on en a beaucoup mangé parce que les autres plats étaient vraiment trop spicy. Pour nos palais d'occidentaux, la cuisine thaïlandaise est pas mal épicée. Dorénavant, nous n'oublierons pas de préciser « no spicy, please ». Le décalage horaire et la chaleur ont eu raison de nos forces et nous rentrons à l'hôtel éreintés. Après une nuit de repos bien méritée, nous avons hâte de partir à la découverte du pays. Notre minibus nous attend pour nous rendre dans la province de Kanchanaburi. C'est dans cette région que nous allons séjourner au bord de la rivière Kwai. Les 3 heures de route nous laisseront le temps de raconter aux enfants l'histoire du célèbre pont construit sous l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Au revoir Bangkok. Vive la campagne. Il y en a marre de la vie. Il y a trop de pollution. Petite pensée cinématographique en approchant de la rivière Kwai, où tout naturellement nous nous mettons à siffler l'air connu que nous inspire le lieu. À la gare de Takilen, de nombreux touristes, mais aussi des Thaïlandais, attendent le train surnommé de la mort à cause des nombreux prisonniers décédés lors de la construction du fameux pont. Il arrive. Allez, allez, on se dépêche de monter! Nous prenons place sur de rustiques banquettes en bois, d'où nous allons admirer tout au long du trajet une campagne tropicale teintée d'ocre et de vert. La balade, ponctuée par le passage des marchands ambulants, nous incite à engager la conversation avec les locaux, visiblement toujours heureux d'un tel échange. J'avais jamais vu un moine avant.
C'est sa sœur qui nous a pris en photo. J'apprends que dans la religion bouddhiste, les moines doivent respecter 227 règles. L'une d'entre elles leur demande de ne porter que 3 bouts de tissu couleur safran, la ceinture, l'étole et la draperie. Nos amis du train nous ont indiqué un lieu unique à visiter, le temple Palwang Batwa, appelé aussi le temple des tigres. Et pour cause, les moines ont recueilli ces félins en voie de disparition, pourchassés et maltraités par les villageois alentours. Ils évoluent librement et vivent en harmonie au milieu des autres animaux. Pour les entretenir, l'entrée est payante et pour faire prendre conscience du danger, les moines font signer une décharge aux visiteurs. Ici, on guide, mais on n'enferme pas. C'est dangereux normalement les tigres. J'ai eu un peu peur qu'ils me mangent. Mais ils étaient trop mignons les bébés. Dans cet incroyable lieu de sérénité, la vie a toute sa place. Le respect, l'énergie diffusée pour une vraie cause, animale et véritablement humaine. On devient zen quand la caresse aux tigres est pratiquée malgré leur taille quelque peu impressionnante. On oublierait presque que ce sont de redoutables animaux sauvages. Les griffes ne sont pas coupées. Hein. Yeah. Same guy. And they are Buddhist tigers. Yeah. Kind of. One is very old, 1999. 6 years. Yeah. It's not very old, it's young. You have to triple by 7. Ah, mais tu es par 7. Yeah, it's the same of human. How long does a tiger live? 25 years. Same the dog. Mm. Okay. Thank you. Thank And you. how long have you been here with the tigers? I build by myself. It's about the temple. This temple I build myself. Yes. My teacher, he give me the land for build the temple, for meditate, for help the wild animal. I still building here is 1995. And the first tiger that I have is 1998. You choose to have tigers here. I- Why did you and make then- that choice? Because it's I'm the first time I just rescue them. I'm Buddhist. I didn't kill the animal. One of my rule is not kill the animal. I just help them. So just the first thing is I have to rescue them first, and then I try to educate and nursery them, educating from them. We learn the body language, and after that we try to take them back to the jungle. But the first we going to build the new house and training how to feed themselves. And hunt. Yeah, how to hunt before we take them back to the jungle. J'ai adoré caresser les tigres, mais ce que je trouve bien, c'est que par la suite, ils vont les remettre en liberté. Au début, j'ai cru que c'était de l'herbe. Et puis, ils se sont tous envolés. C'était très joli. Le rêve se poursuit. Nous retrouvons la rivière Kwai, où un bateau doit nous conduire à notre hôtel. On peut y aller. Allez. Gilet de sauvetage. Obligatoire. En montant à bord de cette étonnante embarcation à fond plat, nous apprenons qu'il s'agit d'un bateau appelé Longue Queue, à cause de son gouvernail constitué d'une longue tige de fer reliée à une hélice. Ça va vite et ça arrose. J'ai pris une sacrée douche. Quel plaisir de glisser sur l'eau et d'apprécier les paysages qui défilent, sans se soucier de la circulation. En chemin, les cascades sont une véritable invitation à la baignade. Petits ou grands, personne n'y résiste. Super, un toboggan. Et les enfants, ils étaient drôlement sympas.
Ce n'est pas la meilleure saison car il pourrait y avoir plus d'eau, mais nous partageons un vrai moment de complicité avec les enfants du coin, en vacances également. Super la glissade, ça déchire. Les maisons elles flottent. C'est quoi cette histoire? On peut les déplacer? Effectivement, ce sont des bungalows flottants. Notre hôtel, lui, est bien amarré. C'est un véritable paradis perdu au cœur d'un parc protégé où les insectes font parfois de drôles de bruits. Il existe toutes sortes de croyances animistes en Thaïlande. Ainsi, lorsque l'on construit sa maison, il convient d'y installer tout près une demeure aux esprits que l'on honore régulièrement d'offrandes afin de s'éviter toutes sortes de problèmes. De bon matin, nous sommes volontaires pour aller visiter la grotte de Lawa située dans la forêt, non loin de notre hôtel. Elle est réputée pour ses stalagmites et stalactites, mais avec la chaleur, les 145 marches pour y accéder sont plus dures que prévu. C'est un petit point d'eau là? Non. Non? On n'est pas arrivé en haut là? Merci pour la lumière. Surtout toi, Willy. Ok, d'accord. On est les aventuriers. On est enterrés. J'ai entendu une chauve-souris. Effectivement, de nombreuses chauves-souris dites à nez de cochon se réveillent à notre arrivée. On a beau savoir que c'est inoffensif, ça dérange surtout quand elles sont des centaines au-dessus de nos têtes. C'était quoi que j'avais touché? C'est un truc sale. C'est le caca des chauves-souris. Cette grotte de calcaire, autrefois habitée par les hommes du néolithique, comporte 5 galeries. Dans cet univers étrange, nos aventuriers en herbe ont au fait de jouer les explorateurs. Attention pour les grands, même pour les moyens. Attends, les garçons sont là. Tu es là? Contre toute attente, cette excursion ne nous a pas vraiment rafraîchis. 3, on saute. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que les enfants profitent d'un dernier plongeon avant de reprendre la route. Après cet endroit sauvage et loin du monde, changement de décor. Tout au long du trajet, la main de l'homme est partout visible. Il faut dire que 60% de la main-d'œuvre thaïlandaise est utilisée dans l'agriculture. Vu le nombre de rizières, pas étonnant que le pays soit le premier exportateur mondial de riz. À Ayutthaya, nous sommes accueillis par un poster géant du roi qui nous rappelle que la Thaïlande est une monarchie. Avant d'être détruite par les envahisseurs birmans, Ayutthaya fut la capitale du Siam. Les palais, temples et shédis sont tous plus beaux les uns que les autres et attestent de la grandeur passée de ce lieu fantastique. Les marches, elles étaient drôlement hautes. On monte et on descend des milliers de marches plutôt verticales, un véritable effort, mais le site le mérite. Durant la visite, nos petits loups se sont fait de nouveaux amis. C'est des dames qui nous ont appelés pour aller sur leurs genoux. Elles étaient drôlement gentilles. Elles riaient tout le temps. On a trop rigolé avec les dames quand je leur ai fait peur. Ici, les rires et les sourires sont naturels et spontanés. Et chacun apprécie ses contacts, simples et vrais. Et voilà, un nouveau moyen de locomotion. Ouais, papa, c'est sympa. Après de longues queues, la cabine téléphérique. Ça, c'est le bateau où nous attendent les autres pour aller à Bangkok. On arrive! Les enfants sont ravis à l'idée de passer une nuit à bord du Mekala, une jonque toute de teck vêtue.
C'est un bois très répandu en Thaïlande qui apporte une touche de raffinement, ajoutant de la magie à cette mini-croisière. C'est On n'a pas le droit de laisser les enfants seuls, ne serait-ce qu'une seconde sur le bateau. C'est le capitaine qui l'a dit. En plus, si on se met au bord, et ben on tombe à la mer. Mais ce n'est pas la mer, Elliot, c'est la rivière. C'est la rivière Chao Phraya. Regardez les enfants, encore un magnifique temple là sur la droite. Ah, on n'est pas bien ici. La belle vie. C'est un beau champ de salade, ça. Le fleuve Chao Phraya peut atteindre 15 mètres de profondeur. Un nombre impressionnant de wat, c'est-à-dire de temples bouddhistes, occupe les rives et c'est auprès de l'un d'eux que nous accostons pour passer la nuit. Au petit matin, nous nous rapprochons tranquillement de Bangkok. Retour à la pollution, mais elle est plus douce par le fleuve. La cuisine est à l'air libre. Il n'y a même pas de vitres. C'est effectivement un bon poste d'observation pour le capitaine Tone. We have noticed there's a lot of traffic on the river. Always little boats taking... Yes, we have many traffic. And for import and export, from Ayutthaya, lignite, sand, the stone, many things. Talking about people who live around the river, are they fishermen? No, not all. About 10% they are the fishing. Only 10%, 90 they get and work in the city. Are there fish in this river? And we were told there were crocodiles once. For this river we have many fish, many things. And we have many birds to like to eat the fish from this river. And the crocodile, before we have Lizards. yes, we have only the big one. It's the longest 2 meters, and we think it is the lucky animals for Thai. It's dangerous? No, never dangerous for the people, only for small animals. Et pas nous. On a de la chance puisqu'on en a vu plein. À peine le temps de poser un pied sur la terre ferme, et nous voilà dans les airs pour un trajet en avion qui doit nous conduire au nord du pays. Nous atterrissons à Chiang Mai. Malgré son effervescence, cette ville n'a pourtant rien à voir avec Bangkok. Elle est à échelle beaucoup plus humaine. Et ben dis donc, c'est pas facile de traverser ici. Ça bouge encore, mais c'est moins agressif. Bref, la ville nous plaît et c'est un régal de se promener dans ses ruelles. Un bon moyen pour y faire des rencontres imprévues. Cette petite ville compte plus de 300 temples bouddhistes. Tous différents, ils ont pourtant en commun la sérénité qui s'en dégage. Ouverts et conviviaux, certains viennent là pour conjurer le mauvais sort en collant des feuilles d'or sur les statues, à moins que ce ne soit pour accéder plus facilement au nirvana. Personne ne semble dérangé par notre présence. Moines et nonnes vaquent à leurs occupations. Celles-ci sont entièrement vêtues de blanc et c'est en toute simplicité que nous rencontrons là, qui nous ouvre les portes du temple où elle prie. Une fois de plus, le contact est facile. Et là, qui semble habitué à la venue des visiteurs curieux, nous émerveille par toute sa gentillesse. Everybody writes his name. Là, m'a demandé de marquer mon nom. Ensuite, elle a recopié en thaïlandais. Et elle m'a demandé de faire pareil. Right. Allez. Willy. Flynn. C'est une écriture vraiment différente. Ça doit être compliqué à apprendre. No, this is my name. Long for La. Au revoir. ลาก่อนครับ
Le bouddhisme nous donne une sensation d'ouverture sur le monde. Les gens n'hésitent pas à nous faire partager leur culture, comme cette famille qui m'explique comment monter de l'eau bénite au sommet d'un chédi. De l'eau. C'est 3 fois comme quand on trinque à la santé de Bouddha. Yes. Pull this on On the top. on the top. C'est sports. Until you can't pull. En tirant sur cette corde, on fait verser l'eau sur le sommet qui contient donc la olive. Voilà, et donc l'opération accomplie. Il est très facile de se déplacer à Chiang Mai sans se ruiner, avec les tuk-tuk bien sûr, mais aussi avec ces camionnettes rouges appelées taxis collectifs. Nous nous rendons dans le quartier des artisans. C'est là que l'on peut admirer le tissage de la soie. Et ben dis donc, tout ce qu'il y a comme fil, ça a l'air compliqué. On peut voir également le travail de l'argent, la fabrication d'ombrelles avec du bambou et du papier naturel, la peinture tatouage et nombre d'autres activités pratiquées toujours de manière traditionnelle. Un régal pour les yeux et on en profite pour faire quelques emplettes. À ce qui paraît, ça tient à vie. Ah, je suis assez contente de ce dragon. D'autant plus que je suis dragon, moi, en chinois. Il est pas mal. Il est beau. L'autre lieu pour faire des achats, c'est l'incontournable marché de nuit. C'est là que d'innombrables marchands installent chaque soir leurs étals. Nous y croisons quelques Hakka, une des tribus qui vivent dans les montagnes. S'ils viennent jusqu'ici, c'est bien sûr parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et pour cause, ici, on trouve de tout. Tiens, tu peux demander au monsieur si ce sont des animaux qu'on trouve en Thaïlande. And the spider, yes? Yes. Aïe, 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 aïe. Les enfants sont ravis de cette excursion nocturne. Il y a tant de choses à toucher, à regarder. Ils ne savent plus où donner de la tête. Le but du jeu, c'était de souffler le plus loin, mais le plus loin possible sur les élastiques. Une petite balade surprenante qui pourrait se prolonger jusqu'au bout de la nuit. Pour continuer notre périple, guides et chauffeurs vont nous accompagner. Nous quittons Chiang Mai pour nous rendre au pic du Doi Suthep, 1676 mètres, le plus haut sommet du pays. Moi, je m'appelle Nui, c'est mon petit nom. Nui, comme ça, là. Du haut de la montagne, le Wat Doi Suthep domine la ville de Chiang Mai. On peut se rendre au temple à pied, en gravissant un escalier de 290 marches gardé par 2 najas à 7 têtes. Ils représentent l'accès entre le monde des humains et celui des dieux. Regarde les petits enfants comme ça, ils sont beaux. Là, ce sont les enfants qui viennent du village Hmong. La pagode dorée de ce temple renferme une relique sacrée de Bouddha qui attire toute l'année les pèlerins bouddhistes du monde entier. C'est une statue de l'ermite, c'est lui qui s'appelle Suthep, comme le nom de cet homme. Suthep? Ouais. Non, oui. Ça, c'est quoi, C'est cimetière. Il y a les vignobles tombes, mortuaires, là? voilà, oui, c'est ça. Après, incinérés, on les laisse là. D'accord. Et là, j'ai remarqué, il y a des petites cloches au-dessus, des tombes, des pagodes. Ça sert à Chasser quoi? quelques pigeons. Des pigeons? Ça, c'est le Et système la clochette, ça traditionnel. leur fait peur? Oui, quand il fait du vent. Ah non, 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 il ne pique pas, il ne pique pas. Il fatigue là. En fait, ces cloches, elles servent à quoi? Normalement, on dit quand on peut donner des cloches aux moines, ça c'est la bonne chance pour nous. Et on dit quand on peut flapper toutes les cloches d'ici, on reviendra d'ici dans l'avenir. Et normalement, quand on va visiter à la pagode, faire la cérémonie de tout autour, il faut marcher dans le sens de l'horloge pour toute fois en priant. Qu'est-ce que c'est? Il faut flapper le gong 3 fois parce qu'on dit quand on peut faire comme ça, les dieux nous connaissent et après la mort on peut monter au paradis et rester avec lui.
Il semblerait que les dieux se soient penchés sur cette terre fertile. Rizières, bambouseraie, vergers alternent avec des montagnes couvertes de forêts. Restait ensuite à l'homme à dompter et à cultiver la flore de la région. Il y a combien d'espèces d'orchidées en Thaïlande? Il y a à peu près 1000 sortes d'orchidées en Thaïlande. On peut marquer toutes les sortes d'orchidées dans une fleur. Il y a toujours 5 pétales. Voilà. Ça, c'est le mâle. Le mâle est jaune, les deux bonbons. Et dans la pistrine, il y a les petits pollens. Ce sont des femelles. Et maintenant, on peut planter ça tout seul. Ah, juste Des la pollens. tête de l'orchidée, Voilà, comme ça, avec le pistil qui reste, on le met dans l'eau. Dans l'eau, voilà, l'eau propre ou l'eau distillée, dans la bouteille là. D'accord. Et après, on va attendre à peu près 3 mois. Il a la petite pousse qui monte. Et après 6 mois encore. Et après 1 an, on va casser la bouteille et planter les orchidées là, comme ça. Et après ça, il faut attendre 1 an pour la première fleur. Une fleur qui a son importance lorsque l'on sait que les Thaïlandais en ont fait leur symbole. Là-bas, ça c'est la ferme des papillons. Ah, la ferme des papillons. On a un rideau comme ça pour la maison, c'est pas mal. Oh, les papillons. Oh, qui sont beaux ceux-là. Et voilà, c'est les papillons de nuit, ça. J'ai jamais vu des aussi gros papillons. Pourquoi, regarde. On peut compter ces papillons-là. Sur la route, nous traversons un village en pleine activité. C'est jour de marché, nous décidons d'aller y faire un tour. C'est le sport national de la Thaïlande. Ah, l'automne. C'est peu dire que la région est fertile lorsque l'on voit la taille des fruits et des légumes. Ce qui attise la curiosité, ce sont aussi les nombreux produits que l'on n'arrive pas forcément à identifier. Comme l'huile vendue dans des sacs en plastique. Impossible de résister à tant de nouveautés. C'est des feuilles macérées. C'est bon? Disons que c'est un peu un goût d'olive, quoi. Au niveau de la consistance, c'est pas terrible. C'est un peu comme du papier, tu vois. Donc le papier, c'est pas très bon. Ouais, le goût. Bon bah moi c'est sans façon. Comme autre spécialité, on trouve aussi des larves, des vers, des cigales, des sauterelles grillées, j'en passe et des meilleurs. Ah, là, il y en a des trop gros, je peux pas prendre ça. J'en prends un plus petit, là, quand même. C'est bon. Bah, c'est un peu comme la crevette, hein. Et toi, c'est un te plaire, hein. C'est un vrai régal. Parce que normalement en Thaïlande, quand on trouve, il y a le problème des sauterelles comme ça. En Afrique, on dit c'est dommage, pourquoi il n'y a pas ce problème en Thaïlande. Musical. Goûte, Tintin. Non, Pourquoi? T'es pas curieux? pas pour ces choses. Il y en a des belles comme ça. En fait, c'est comme des frites, croquant autour et mou dedans. Bah. J'aime bien les panneaux, attention serpent. Ah bon. Ce soir, l'isolage. Des serpents, c'est ce qu'il a dit. Oui. Non. C'est la nature. Oui. Les araignées, les insectes, les chauves-souris, les serpents, les mangoustes, tout ça. C'est la nature. C'est dans la forêt, à côté de la forêt. Sawadee-ka. L'accueil qui nous est réservé fait rêver dans cet endroit doublement étonnant. Un lodge tenu par une tribu Lisu. Nous faisons connaissance autour d'un bon repas. Merci. Merci. Akubomo. Hachemako. On devient polyglotte. Akubomo, Hachemako. Au moins on sait dire merci et de rien. Cette tribu, qui vivait à l'origine en Birmanie, est venue se réfugier en Thaïlande depuis une 60aine d'années. Ils cultivaient le pavot auparavant, cette plante qui produit l'opium, mais depuis quelques années, le gouvernement a imposé des règles très strictes afin d'enrayer ce fléau. Aujourd'hui, les paysans cultivent essentiellement du soja, des litchis, du maïs et du riz. Leur village nous laisse une impression mélangée entre serpette et antenne parabolique.
Les gens, quand ils nous regardent, ils ont toujours le sourire. 90%, ils sont animistes, ils croient aux esprits. Et dans sa vie quotidienne, ils croient qu'il y a les deux esprits. Ce sont des esprits maléfiques qui donnent la maladie, la malchance, et les esprits bénéfiques. Et pour les esprits, mieux vaut avoir un garçon. Quand il y a la mort, on va incinérer ou enterrer l'éléphant. Et on dit que c'est le garçon qui peut inviter aux esprits pour rester avec nous. Par exemple, quand mon papa il est mort, après faire la cérémonie, les funérailles de tout ça, c'est moi qui dois inviter son esprit pour aller et rester chez nous. Et on voit l'esprit va rester dans la maison 3 générations. Et après, l'esprit montera au paradis. Et s'il n'a pas de fils, ça veut dire que son esprit va errer dans la forêt ou voilà, les revenants, comme ça. Quand il n'a pas la famille ou quand il a... C'est triste. Ils restent dans la forêt, ils ne peuvent pas chercher le chemin pour le nirvana ou le paradis ou l'enfer. Les esprits, bons ou mauvais, planent sur nous et ce village. Ici, tout est organisé autour de ces présences invisibles. Ainsi, après avoir sacrifié un poulet, les femmes procèdent à une cérémonie divinatoire afin de savoir si la personne qui est malade au village va guérir. Nouï nous entraîne à aller partager une tasse de whisky de maïs chez celui qui peut tout arranger. Ici, c'est la maison de chaman, sorcier. Ils étaient gentils, le chaman et sa femme. Mais quand même, ils avaient des os dedans. Quel est le rôle du chaman? Normalement, son travail, quand il y a quelqu'un qui est malade et qu'il veut quelque chose, le talisman ou la cérémonie de sacrifice, le malade doit demander au chaman pour faire la cérémonie pour moi, s'il vous plaît, ou faire le sacrifice pour moi. Mais quand il y a quelqu'un qui demande, il n'a pas le travail, il travaille comme nous. Voilà. Et quelquefois, quand il y a quelqu'un qui a la mauvaise mort, il est mort d'accident ou ne tué par quelqu'un. Et après, la famille de défunt doit demander à lui pour faire la cérémonie. Parce qu'on dit la mort comme ça est donnée par les esprits maléfiques. Oui. Ça, c'est le chaman qui va chasser les esprits. C'est pour conjurer le mauvais sort. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire alors, le chaman, c'est le sorcier du village? Sorcier du village. Donc par exemple, moi, tu vois, là, j'ai des verrues, il donne des potions pour ça, il fait des trucs. Oh, regardez-moi ça, ça c'est le chouchou pour le bébé. Tu vois, Pierre, on donne ça au bébé pour pas qu'il pleure. Des pattes de faucons, les comme ça. C'est le yo-yo. Faucon. Le faucon, les comme ça. Ah, ce n'est pas de faucon. Pas qu'il pleure. Et donc, c'est acéré, hein? Montre. Les aigles. Des aigles, peut-être, je crois que c'est faucon, le petit comme ça. Par contre, il fait office de docteur, mais pas dentiste, hein, j'ai l'impression. Non, parce que normalement, il y a les lissous ou les vieux en Thaïlande, ils aiment mâcher l'anneau d'arec et les feuilles du bétel, du tabac, la chaux. Et ça s'appelle sisiet, celui-là. Sisiet. Oui, ça se mâche. On dit qu'il faut commencer quand on était enfant. Quand on commence comme ça, il n'y a pas de problème aux dents. Non, c'est dur, ça pique, hein. Il faut avaler? Non, on va avaler. Il faut arracher. Regarde, Violaine. C'est le deuxième effet chic. Troisième effet, je sais pas ce que ce sera. Les Lisous sont eux aussi très férus du sport national thaïlandais, le takraw. Les règles sont simples, mais demandent une sacrée souplesse. Dans chaque camp, on doit faire rebondir la balle 3 fois, uniquement avec la tête ou les pieds. Bon bah maintenant, atelier cuisine à l'hôtel. Au royaume des saveurs, l'art culinaire est incontournable, car ici, on apprend à cuisiner dès le plus jeune âge. On va faire un vase de fleurs, on dirait des carottes, du concombre. C'est quoi ça? Navet. Du navet? Et piment. Ok. Ça va comme ça?
C'est bien, hélas. Attention à tes petits doigts. On va faire des fleurs comme ça. Comme les rubans, tu sais, quand on fait les cadeaux. J'ai raté. Et moi, ça ne veut pas friser. Hein. Bon, d'accord, je suis pas fière. Mais je persiste. Hein. Je comprends pas du tout. C'est pas oui. Pas surpris, non. J'y arrive pas. Regarde, fais un petit trou d'abord, comme ça. Il n'a pas fait tout à fait. J'ai raté. On prend la pomme de terre. Et on fait quoi? Ah, on fait la fleur. Tu vois, à la sortie, il faut que ça ressemble à ça. Regarde Willy, finalement, je me suis pas mal débrouillée. Regarde ce que j'ai fait, moi. De bon matin, nous décidons qu'un peu d'exercice ne nous ferait pas de mal. Quel bonheur de pédaler au milieu de la campagne, de respirer l'air pur, où tant d'odeurs se mélangent. C'est super. Mais il y aurait pas un coin à l'ombre pour boire un coup? It's hot, isn't it? Ron, c'est Ron. La Ron, c'est D'ailleurs, papa, la station essence. Et si j'ai vu d'ailleurs là-bas, il y en avait une autre station essence comme ça. Il était couvert également de femmes nues. C'est une spécialité apparemment des pompes à essence. Calendrier 2005-2548. Pourquoi 2548? C'est l'année thaïlandaise. En Thaïlande, on est en 2548. C'est pas après Jésus-Christ. C'est après Bouddha? Gagné, tu peux venir en deuxième semaine. Nous arrivons au véritable but de notre balade, le campement des éléphants. Et c'est parti pour une autre aventure. Attention, il ne t'érange pas. On y va. Celui-là, c'est Willy et moi. แข่งไปก่อนบอกมาถ่ายมงคลนี่เลยเหรอ Et normalement, en Thaïlande, il n'y a que les éléphants d'Asie. Il y a à peu près 2000 éléphants sauvages et 6000 éléphants domestiques. Et quand il a 300, on peut séparer l'éléphanto de sa maman et on peut enseigner le show, le spectacle aux éléphantos. Et quand il a 11 ans, jusqu'à 18 ans, on dit, c'est là je peux enseigner le travail léger. Et après, quand il a 25 ans, c'est la maturité de l'éléphant. C'est là je peux enseigner le gros travail, tirer du bois, c'est dans la forêt. 60 ans, c'est la retraite. Et 70 ans, c'est la mort d'éléphant. Nous, le nôtre, il a 40 ans. L'éléphant, c'était drôlement haut. Le prix de l'éléphanto, c'est 300 000 bahts. Et comme on peut observer, il a la bonne santé ou pas, ils vont boucher les oreilles et la queue tout le temps pour chasser les mouches, les parasites. Nous, le nôtre, on l'a appelé gourmand. Elle a quel âge, notre éléphant? Elle a 35 ans. Oui, elle a une femelle. Et elle pèse combien? Elle peut peut-être à peu près 2 tonnes. Et pour l'éléphant, on dit qu'ils ne peuvent voir pas très bien, pas très loin. Pour cette raison, il a utilisé sa trompe pour sentir, pour toucher toutes les choses. Et dans la trompe d'éléphant, on dit qu'il y a 200 000 muscles dedans. 200 000 muscles? Oui, tirer toutes les choses poussées. Ça va. Eh ben, dis donc. Et ça dit long aussi, là. C'est pas loin du mammouth, hein. 300 000 bahts, c'est l'équivalent de 6 000 €. Une petite fortune pour son propriétaire quand on pense que cet animal mange à peu près 150 kg de fruits et autres feuilles par jour. Autrefois, ces pachydermes servaient à transporter le bois, et notamment le teck. À cause de la déforestation, ils sont aujourd'hui essentiellement dressés à l'usage des touristes. Mais il se fait même le gommage, hein, avec du sable. La rivière sert à tout le monde.
Après cette balade au perché, les enfants du coin nous invitent à les rejoindre pour une baignade pleine de gaieté. On devait mettre le pied entre la corde et on sautait dans l'eau. Waouh! Un vrai moment de bonheur, de plaisir partagé, où chacun se côtoie sans crainte ni arrière-pensée. Serait-ce ici le paradis ? Bon, les enfants, la rivière Maïtang nous attend. Allez, on va faire du radeau. Les zébus ont tiré un troupeau de cailloux à cornes. À ce rythme, on n'est pas près d'arriver. Je touche par terre. En d'autres saisons, on fait du rafting sur cette rivière. Mais bien sûr, pas avec des radeaux. Nous glissons au fil de l'eau. Sur les berges, la végétation, toujours d'une variété impressionnante, nous émerveille. Le paradis, mais peut-être pas pour tout le monde. Il y avait le radeau de la méduse, le radeau de l'araignée, 4e, tuer des monstres. Attends, Valentin, mais des crabes comme ça, quoi. Connaissant maman, elles sont grosses comme ça, ces araignées. Bon, bah moi je les ai vues, les araignées. Elles étaient grosses quand même. Mais moi, ça m'a pas fait peur. L'eau est belle. Même si on sait que les éléphants se sont baignés dedans. Noui nous a assuré qu'il n'y avait aucun risque de se baigner dans cette rivière. Les enfants, en effet, n'ont pas été malades. En revanche, pour ce qui est de boire de l'eau, mieux vaut faire attention et la jeter en bouteille. Il est temps pour nous de retourner à Chiang Mai pour reprendre l'avion. C'est là que nos routes se séparent avec Noui. Il va nous manquer. Peut-être une prochaine fois. Au revoir, ciao. Prochaine étape, le sud, Phuket et ses îles de rêve. Dès notre arrivée, notre principal souci, bien sûr, est de nous rendre compte des dégâts occasionnés par le tsunami, cette énorme vague emportant tout sur son passage le 26 décembre 2004. Nous sommes surpris de constater comme la vie a repris le dessus. Les bords de mer ont été nettoyés et les maisons détruites sont en cours de reconstruction. Il est vrai que le tourisme tient une place importante dans l'économie du pays. Même s'il est difficile de s'imaginer la réalité d'une telle catastrophe, ça impressionne d'être ici. Heureusement, les enfants, eux, sont bien ancrés dans le présent. Et la vie continue. L'eau, elle était chaude, presque autant que dehors. Après une journée de plage pour se remettre du voyage, nous partons dès le matin à la découverte de l'île. Au nord, la route est bordée de forêts d'évéens. C'est l'occasion d'une halte, tout ce qu'il y a de plus pédagogique. Moi, je pensais pas que c'était comme ça le caoutchouc. Je pensais plutôt que c'était chimique, c'était pas naturel. C'est étonnant, hein. Ouais. Il y a même des pneus qui poussent directement sur les arbres. Ah ouais. Et pour cause, le pays est le premier producteur mondial de caoutchouc naturel. Et ça se mange? Non. C'est avec ça qu'on fait les pneus, les élastiques. Comment ils font? Bah, c'est la sève de l'arbre, c'est comme ton sang. C'est le sang de l'arbre en quelque sorte. C'est costaud, hein. Ça, on peut le recoller, j'espère.
sais comment il s'appelle cet arbre, Fontane? L'élastiquier? Non, l'EVA. Chemin faisant, nous atteignons la petite forêt tropicale où est situé le centre de réhabilitation pour les gibbons, espèce en voie de disparition en Thaïlande. Le centre recueille ces petits singes, confisqués par la police lorsqu'ils servent d'attraction dans des bars ou lorsqu'ils sont abandonnés par des familles. Ici, un jour, ils retrouveront la liberté. Venue de Londres, Olivia est bénévole au centre depuis presque 1 an. He's a juvenile gibbon, so he's 4 years old. And he's a lot smaller than he should be. He was kept as a tourist attraction, so he was taken away from his mother when he was very, very small, and then not fed properly by people. Do they have names? Yeah, he's called O. This here is Mary. And do all gibbons have a name? Yeah, all of them have names. And you know all the names of them? They're all very different, all have their own personality. Oh, shy. Shy boy. How long does it take for you to reintroduce in the wild nature a gibbon you've had here? We found the best way to introduce them is in family groups, because that's how they live naturally in the wild. So when we get a gibbon, it depends how old it is, but we wait for it to become sexually mature, and then we allow it to find a mate amongst our other gibbons, and then we wait for them to have at least 1 baby before we release them into the wild. Did you release many until We've released 3 families so far. now? Only 3 families? Yeah. So it's very, very Slow process, little. yeah. Smiling. How many gibbons you have here? This site we have 30. In our quarantine site we have 18, and in the forest we have 12. So about 50 or 60 altogether. How old are the children? The girl, she's 4 years old, and the baby, he's a boy, and he's 7 months old. Do you think we could buy one to bring to France? Probably not, no. Oh, comment ça trace? Les gibbons se reconnaissent et s'attirent grâce à leur chant. Le signe qu'il est temps pour nous de les laisser tranquilles. L'intense humidité de la forêt nous incite à regagner la côte. Au Gypsy Village, c'est l'heure de la sieste. Ces gitans de la mer sont des Moken originaires des îles Andaman. Pour la plupart pêcheurs, ils parlent leur propre langue et sont animistes. On dit qu'ils sont capables de rester plus de 3 minutes sous l'eau pour attraper des langoustes ou des huîtres perlières. Les eaux ici semblent très poissonneuses, si l'on en juge par l'intense trafic qui règne dans le port où nous nous rendons pour prendre le bateau. En attendant d'embarquer pour des îles paradisiaques, nous assistons au ballet du va-et-vient incessant des pêcheurs. Deux heures de bateau et nous arrivons en vue de l'île de Koh Phi Phi, appelée également l'île aux esprits. En fait, c'est un ensemble de 2 îles, Phi Phi Li, énorme rocher inhabité, et l'hospitalière Phi Phi Don. La réputation de l'île est à la hauteur de ce qu'on nous avait raconté. Nous sommes immédiatement subjugués par la limpidité de l'eau et par sa couleur. Et c'est avec du bleu plein les yeux et un sourire béat que nous arrivons à destination. Des serviettes glacées, quel bonheur! Pour finir la journée en beauté, rien de tel qu'un bon moment de détente et beaucoup de farniente. En fin de journée, le temps est à l'orage. C'est la saison des pluies qui s'annonce.
nos petits diables jouent sur la plage avec les enfants du village. Si différents et tellement pareils. Entre deux ondées, nous décidons d'aller voir de plus près ce qui se passe sous l'eau. La grande star du coin, c'est le requin léopard. On a dû leur faire peur, on n'en a pas croisé. Je me demande ce qu'ils mettent comme colorant dans l'eau. Comme elle est transparente, l'eau. Pour en prendre plein les mirettes, masque et tuba sont amplement suffisants. Très bien, il y a de très beaux poissons, de très belles couleurs, de diverses variétés. Poisson perroquet, des poissons aiguilles. C'est quoi des poissons aiguilles? J'ai vu des poissons avec du gris, un petit peu de jaune et mélangé avec du blanc et du gris, avec des petits points blancs. Ça déchirait. J'ai mis mes mains comme ça, il y a les poissons qui venaient me mordre. C'était trop drôle. J'ai pu en toucher des gros comme ça. C'est sur la plage de Maya Bay, dite La Plage, comme le film du même nom, que nous terminons notre séjour. Un séjour rempli de toutes les richesses de ce pays. Des paysages qui appellent à l'aventure, des milliers de sourires, une culture qui n'impose rien. Ici, nous avons approché la sérénité. Moi, ce que j'ai préféré, c'est d'avoir pu approcher des animaux sauvages en liberté. Moi, ce que j'ai préféré en Thaïlande, c'est les paysages. Et puis, il y avait plein d'arbres que j'avais jamais vus. Si on retourne en Thaïlande, je pourrais ressonner les cloches.